Bonjour à toutes et tous. Bonjour, bienvenue pour le deuxième webinaire Foodles qui se tient aujourd'hui sur l'immeuble Poesia. On est ravis de lancer ce deuxième webinaire après le premier réalisé en juin 2021. Des rendez-vous autour des sujets clés qui concernent les entreprises. Tout d'abord, pour introduire ce temps d'échange que nous allons avoir et de débat qu'on va avoir pendant 40 minutes, je voulais remercier l'entreprise Monceau Assurance de nous accueillir sur ce magnifique immeuble, l'immeuble Poesia, qui sera aussi un endroit très inspirant pour nos discussions. Et donc, nous vous parlons en direct d'un endroit qui fait vivre une communauté d'immeubles sur l'immeuble Poesia à Levallois. Oui. Donc, merci pour votre accueil, merci les équipes Monceau Assurance et pour les conditions magnifiques que vous nous offrez aujourd'hui. Oui, Nathan. Moi, j'y avec grand plaisir. On est heureux de vous accueillir et on aime ce partenariat avec vous sur cet immeuble et les locataires en sont plus que ravis. Merci beaucoup, Nathan. L'échange d'aujourd'hui va être organisé autour de 40 minutes d'échange. On va faire un tour de table pour se présenter. N'hésitez pas à poser vos questions en direct. Je les regarderai avec beaucoup d'attention, puis on les reprendra dans un temps de réponse approfondie sur la fin de notre échange. Mais n'hésitez pas, ma tablette est juste à côté et je les regarderai avec beaucoup d'attention. Toutes les questions feront l'objet de réponses. Voilà. Je vous propose qu'on commence par un tour de table. Et donc, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sidonie, Aurélien et Nathan. Je vous laisse vous présenter et on commence ce tour de table avec vous. Voilà. Merci, Amaury. Donc, moi, je suis Sidonie Viala. Je suis la DRH de l'entreprise Foodles. Donc, j'ai la chance de travailler aux côtés d'Amaury et d'accompagner donc la politique RH de l'entreprise. Quel est mon lien avec le sujet d'aujourd'hui ? C'est évidemment un sujet en tant que DRH qui m'intéresse et qui m'interpelle. Et puis, c'est aussi un sujet sur lequel on est assez vigilant en interne parce que on souhaite faire en sorte que l'expérience collaborateur chez Foodles soit bonne, permette aux collaborateurs de se projeter dans la durée. Donc voilà, j'apporte ma petite pierre à l'édifice sur cette réflexion. Merci Sidonie, on aura l'occasion d'illustrer nos propos avec toutes les mesures prises chez Foodles. Et aussi, on vend un service qui aujourd'hui est au cœur de la thématique du jour. Aurélien, je te laisse te présenter. Merci beaucoup, Aurélien Rothstein. Donc moi, je dirige le cabinet Engagement et Performance, qui, comme son nom l'indique, accompagne les organisations à booster l'engagement des équipes et créer des déclics de performance. Donc le sujet du lien social, il est au centre de ce que l'on fait et on a été ravis de construire ce partenariat avec Foodles et notamment la série d'articles qu'on a produits ensemble au mois de septembre. Et donc, je suis ravi d'être avec vous pour échanger sur ce sujet. Merci Aurélien. Et vos réflexions sont très inspirantes pour nous aussi, donc on est ravis de pouvoir les partager aujourd'hui. Nathan, donc on te laisse te représenter. Oui. Donc, merci Amaury. Nathan Cousin, donc je travaille chez Monceau Assurance, qui est un groupe d'assureurs mutualistes qui capitalise sur une partie d'immobilier. Et en fait, je fais toute la gestion immobilière de ces actifs et notamment du coup de cet immeuble Poesia sur lequel on a un enjeu de service à offrir du coup aux collaborateurs. On aura l'occasion de revenir sur le lien presque direct qu'il y a maintenant entre le workplace, les services qu'on peut y apporter, et l'attachement, l'engagement que les collaborateurs peuvent avoir vis-à-vis de leur employeur qui habite un bâtiment. Donc, merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Donc, je vous propose de lancer le débat. Donc, la grande démission misée sur le lien social, vous, entreprise, c'est un sujet qui j'avoue, nous touche beaucoup. On est énormément touché par les chiffres aujourd'hui qui apparaissent dans la presse, les chiffres qui viennent aussi des États-Unis. Pour donner quelques chiffres, aux États-Unis, la grande démission a été baptisée de Big Quit et c'est près de 50 millions de salariés qui aujourd'hui ont quitté leur employeur avec des conditions de marché qui, on le sait, sont plus fluides, plus liquides, pour reprendre un terme de Sidonie, mais qui refait complètement changer la donne du marché du travail. En France, la grande démission frappe aussi le marché du travail. Ce qu'on observe, c'est qu'on a, d'une manière un petit peu moins tranchante, j'allais dire, puisqu'on a plus 7% de démissions constatées par rapport à la période d'avant Covid.
mais ça impacte énormément les organisations. Aujourd'hui, la guerre des talents est une préoccupation majeure des entreprises, ou en tout cas doit le devenir. Et donc, on va commencer par aborder ce sujet-là. Alors, d'un point de vue d'un angle expert RH, aujourd'hui, Sidonie, si tu dois apporter un petit peu des réflexions, des explications sur cette démission assez importante qui touche les organisations, comment tu l'expliquerais avec tes mots? Voilà. Alors, avec mes mots de RH, il y a plusieurs effets qui se sont combinés. Il y a déjà un effet mathématique qui est que une grande majorité des gens qui souhaitaient changer d'emploi pendant le Covid ne l'ont pas fait. Et du coup, cet effet retard arrive maintenant. Donc, la plupart des démissions ou des changements d'orientation qui ont lieu aujourd'hui, c'est des projets qui ont été un peu repoussés. Donc, ça crée du volume. Le deuxième point, c'est qu'on est à un niveau de chômage extrêmement bas aujourd'hui, qui est, je crois, record depuis environ une quinzaine d'années. Donc évidemment, ça fait un appel d'air. Il y a beaucoup de postes à pourvoir. Je crois que Pôle emploi enregistre un nombre de postes à pourvoir aujourd'hui qui est vraiment record. Et du coup, les collaborateurs, évidemment, ont plus d'opportunités, voient plus de choses passer en postes intéressants. Donc, il y a la combinaison un peu de ces deux aspects-là. Et puis, évidemment, la chose que tout le monde sait et ressent, c'est que le Covid, ça a induit beaucoup de changements de mentalité, beaucoup de réflexion pour chacune des personnes et des collaborateurs, et de souvent se dire, j'ai envie de changer de vie, j'ai envie de me rapprocher de la nature, j'ai eu peur pour ma santé, donc maintenant, je vais aller faire des choses qui me correspondent plus, etc. Donc, je pense que la combinaison de ces trois facteurs a fait que on en est arrivé là. Encore une fois, comme tu le disais, en France, on est très, très, très loin des chiffres qu'on a pu voir aux États-Unis. Aussi parce qu'aux États-Unis, le marché de l'emploi est beaucoup plus libre. Il n'y a pas ces histoires de préavis. On peut vraiment partir de chez son employeur du jour au lendemain, etc. En France, on a quand même un cadre qui est assez formalisé, et donc on sent moins ces choses-là. Après, on sent peut-être aussi un peu moins en France parce qu'il y avait déjà, je pense, une culture de travailler sur l'expérience collaborateur. C'était déjà un sujet qu'on entendait. Moi, ça fait 20 ans que je suis DRH et j'ai toujours plus ou moins entendu parler de ces sujets en France. Donc, je pense que les entreprises avaient déjà mis en place un certain nombre de barrières pour accompagner les parcours des collaborateurs. Et est-ce que tu penses que d'une manière générale, alors ça dépend forcément des secteurs d'activité, mais que l'employeur doit un petit peu revisiter sa manière de fidéliser ses collaborateurs? On a historiquement beaucoup parlé du salaire en France. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, le sujet doit être élargi à d'autres leviers innovants pour travailler cette fidélisation des collaborateurs? Ah oui, ça c'est sûr et certain. Aujourd'hui, la plupart des collaborateurs qui souhaitent bouger en entreprise, le premier élément qu'ils mettent en avant, c'est en effet le salaire ou l'intitulé de poste ou des choses comme ça, qui sont vraiment des choses de l'ordre de l'employabilité, entre guillemets, qui sont vraiment des éléments individuels. Et en fait, si on se contente de répondre à ces demandes-là, on continue de rendre le marché encore plus liquide. Alors, ce marché liquide, c'est peut-être un terme un peu technique ou un peu RH, mais c'est vraiment se dire qu'il n'y a plus d'engagement du collaborateur vis-à-vis de l'entreprise, que le collaborateur est un peu un électron libre. Donc faire ça, aller dans le sens de donner un bonus, donner une prime, faire des augmentations de salaire, etc. Ça va dans ce sens-là, donc ça joue contre nous, entre guillemets. Et finalement, ce côté un peu marketing RH, il joue contre nous, parce que ça reste des choses qui sont très superficielles et qui ne permettent pas de traiter les vrais sujets. Et du coup, oui, on a une nécessité, nous, en tant qu'RH, et puis tous les dirigeants d'entreprise, les managers, etc., de réinventer d'autres solutions, d'être plus proche des collaborateurs, de les écouter, de leur proposer des choses qui soient peut-être plus personnalisées, et vraiment d'être un peu plus créatif. D'aller un peu plus vers l'individu et d'aller travailler l'expérience finalement dans une entreprise d'une manière beaucoup plus élargie. Aurélien, si on devait un petit peu avoir ton témoignage, toi qui conseilles beaucoup de grandes entreprises, tu le disais juste avant, est-ce que tu penses qu'effectivement la manière de travailler l'individu, mais aussi la communauté d'individus est un levier clé aujourd'hui? Et si oui, comment? Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Sidonie sur le fait que on va dire les échanges transactionnels autour des salaires ne sont pas du tout révélateurs
de ce qui peut se passer ne sont pas la solution, parce que un salaire, un titre, on peut trouver ça n'importe où, donc ça n'empêche pas de démissionner ou de rester dans son entreprise. En revanche, je pense que le sujet qui est au cœur, c'est le sujet de la distance relationnelle. Et la distance relationnelle, c'est pas pareil que la distance géographique ou le fait d'être en télétravail. Ça existait déjà avant. On a tous connu un collègue qui nous envoyait un email alors qu'il était en face de nous. Sauf qu'aujourd'hui, avec la généralisation du télétravail et la généralisation aussi de tous ces outils digitaux, la distance relationnelle, elle en a pris un coup. Et on voit un certain nombre de salariés qui se déconnectent petit à petit de leur équipe, de leur entreprise. Il y en a même qu'on revoit plus du tout, hein. On entend parler de quiet quitting, et c'est beaucoup plus important que ce qu'on imagine. Le désengagement est extrêmement présent. C'est un phénomène lent qui s'installe, qui ne va pas toujours jusqu'à la démission. Et je pense que la grande menace qui plane au-dessus de ce sujet-là, c'est pas seulement le sujet de la démission, c'est aussi le sujet du désengagement des salariés. Donc voilà, donc il y a nécessité de retravailler sur ce lien social, parce que le lien social fait que on est connecté à son équipe, connecté à ses collègues, et s'il y a une bonne raison de ne pas quitter son entreprise, c'est parce qu'on s'entend bien avec ses collègues et son équipe. De réinventer plus de flexibilité aussi, parce que avec le travail hybride, on ne croise pas forcément ses collègues de la même manière. Il faut trouver des points de rendez-vous. Et puis aussi le sujet du sens, c'est-à-dire avoir des interactions qui ont du sens, et surtout éviter le non-sens. Par exemple, obliger des salariés à revenir au bureau pour faire quelque chose qu'ils vont faire mieux chez eux en étant plus confortables, c'est un non-sens du point de vue du salarié. Donc comment est-ce qu'on arrive à travailler ces non-sens pour avoir un lien social qui est vrai, qui est authentique et qui permet, voilà, de relier le salarié à son entreprise. Et c'est vrai que ce phénomène ce que tu dis est vraiment intéressant. Le phénomène de la grande démission ou les hausses subites de turnover dans les entreprises sont quand même révélateurs de l'employeur qui n'a pas forcément, vu ces sujets arriver, ça a été très subi et les choses n'ont pas pu être anticipées. Aujourd'hui, l'effet de rattrapage doit être assez rapide, j'imagine, Ouais. et les employeurs doivent le prendre très rapidement en ligne de compte. Et on voit beaucoup d'inégalités, hein, des entreprises qui, on va dire, avaient laissé perdurer une culture toxique, Ouais. subissent beaucoup plus ces sujets de grande démission que des entreprises, peut-être comme Foodles, on discutera peut-être de ça après, où la culture est beaucoup plus saine et où le lien social était déjà présent. Et un exemple pour montrer que le salaire n'est pas un sujet, c'est que l'industrie du consulting, par exemple, où il y a des salaires extrêmement élevés, est parmi les plus touchés par le sujet de la grande démission. Donc, ça montre qu'il y a autre chose. Super clair. D'un point de vue concrètement, Nathan, toi, est-ce que tu le ressens dans les échanges en tant que propriétaire d'immeuble, de bureau? Est-ce que vous sentez que effectivement les futurs locataires d'un immeuble, l'expérience attendue dans les bureaux fait que finalement les négociations, les discussions qu'on peut avoir autour du choix d'un bureau tournent aussi beaucoup sur l'expérience des communautés et l'expérience des collaborateurs. Est-ce que vous le sentez, vous, d'un point de vue propriétaire d'immeuble? Non, c'est vrai que depuis quelques années, on voit beaucoup les services RH qui participent à la commercialisation des actifs et qui sont présents dans les recherches de nouveaux locaux, parce qu'ils sont aussi une des clés majeures dans le recrutement, et pour eux, c'est un moyen de persuasion aussi pour embaucher de nouveaux salariés. Et c'est vrai que du coup, les immeubles sont très importants en termes de services, en termes de restauration sur place, et aussi tout ce qui est espace de vie, espace commun. C'est vraiment une réflexion qui est très importante, et on voit aujourd'hui beaucoup plus de sociétés qui prennent entre guillemets le bien-être au travail, et c'est un peu le maître mot. Et c'est vrai que les sociétés vont chercher plus de salles ou facilement avoir des actes de convivialité où il y a des espaces extérieurs. Voilà, c'est vraiment un enjeu très important, et c'est vrai que on voit beaucoup plus les RH présents qui posent énormément de questions sur
sur les immeubles. Ouais, c'est intéressant et même on peut les citer pour ici, les entreprises qui habitent cet immeuble, donc Staffmatch et Gamers Origin, sont des entreprises qui investissent, qui ont besoin de leur capital humain, c'est stratégique pour eux. Le fait d'avoir d'avoir eu cette programmation de service est un levier important pour eux et ça a été au cœur de vos discussions, j'imagine, lors du choix de l'immeuble. Donc, vous avez le temps de l'immobilier, qui est souvent ici une restructuration lourde, ça prend quelques années, et puis le temps aujourd'hui du marché du travail, avec cette accélération de la grande démission, qui doit effectivement, vous êtes obligé de faire les bons paris. Tout à fait. Et autour de la table, autour des discussions immobilières, sont de plus en plus présents les personnes qui sont parties prenantes sur le capital humain. Donc ça, c'est vraiment intéressant et on le voit, Sidonie, dans notre quotidien chez Foodus, les décisions des schémas immobiliers, les décisions de la manière avec laquelle on installe les bureaux sont des décisions de plus en plus RH, en fait, puisqu'on y installe une communauté, on y installe une manière de vivre et de travailler. Oui, c'est vrai que je trouve que c'est un sujet qui est assez nouveau. En tout cas, moi, depuis 2-3 ans, je vois que il pouvait parfois avoir des réflexions sur l'immobilier, mais qui étaient plutôt menées par les directions générales ou par les services généraux. Et aujourd'hui, c'est vraiment devenu un sujet central people. Alors, d'ailleurs, parfois, on peut se tromper un peu de sujet parce que on peut mettre dans ces offres d'emploi, tu auras un super emplacement de travail en plein milieu de Paris, etc. Et en fait, les gens, ils s'en fichent un peu de ça. Donc aujourd'hui, on met plus tellement les choses comme ça, mais c'est plutôt, tu auras un emplacement de travail où tu pourras retrouver tes collègues, où tu auras des espaces un peu plus fun, où tu pourras te détendre à l'heure du déjeuner, etc. Tu auras une super solution de restauration, tu auras un espace extérieur. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qui aujourd'hui sont importantes pour les collaborateurs. Et nous, on le vit évidemment au niveau de Foodles. On est une entreprise qui a grossi très vite. Et on a dû augmenter un peu la taille de nos bureaux, etc. Et on a beaucoup réfléchi à la façon dont on allait installer ça pour que les collaborateurs se sentent vraiment bien, puissent créer du lien au quotidien pour encore mieux travailler ensemble, pour être encore plus engagés dans l'entreprise. Donc, il y a eu toute une réflexion justement sur cette ergonomie des bureaux, sur ce qu'on pouvait fournir comme service. Et c'est des sujets qui, évidemment, en tant qu'RH, intéressent énormément parce que c'est toujours, je trouve, agréable d'avoir une réflexion un peu plus globale et de se dire qu'on va fournir quelque chose qui a vraiment de la valeur pour les collaborateurs. Tout ça, c'est vraiment nouveau. On le voit, les responsabilités des uns et des autres ont vraiment changé pour faire face à cela. Aurélien, je me posais une question, toi qui coach aussi beaucoup les organisations, c'est ça? Comment aujourd'hui le management des entreprises, comment est-ce que tu conseilles le management à haut niveau pour, j'allais dire, travailler ce travail de la rétention des collaborateurs? Aujourd'hui, je crois, dans les chiffres que j'ai vus, c'est qu'on a encore 30% des collaborateurs versus avant Covid qui restent à la maison, 100%. Comment est-ce qu'aujourd'hui le management prend ce sujet-là? Est-ce que c'est séquencé? Est-ce qu'on il y a des méthodes qui fonctionnent bien aujourd'hui pour faire vivre ce lien social? Voilà. Alors, déjà, si je peux me permettre, je voudrais rebondir sur les mots parce que il y a 2 mots que je déteste, c'est rétention et fidélisation. Parce que je pense qu'un salarié qui est désengagé, aussi talentueux soit-il, on le retient pas véritablement. Et puis fidélisation, c'est très superficiel. Quand on se marie pas pour être dans l'objectif d'être fidèle, c'est parce qu'on aime la personne avec laquelle on se marie. Et donc, moi, je pense qu'on retient pas les salariés, on les engage. Déjà, c'est vraiment le premier point. Et ce qui s'est passé, on l'a vu dès la fin de la crise sanitaire, c'est qu'il y a un certain nombre d'organisations qui sont tout de suite orientées vers les vieilles recettes. Je réunis tout le monde à un endroit, je fais un grand discours corporate, je fais un séminaire où pendant 2 jours, tout le monde s'amuse, etc., etc. On voit que ça ne marche plus. Ça marche plus, c'est extrêmement ponctuel. Il y a énormément de cynisme de la part des salariés autour de ces thèmes-là. Donc, il faut agir vraiment beaucoup plus en profondeur. Travailler sur le lien social, comme l'a expliqué Sidonie. Et d'ailleurs, juste pour citer, un des grands de la tech qui avait des grands discours sur la flexibilité et la digitalisation du travail, Google. Le PDG de Google a annoncé qu'il investissait 10 milliards de dollars dans la réinvention de ses bureaux,
dans l'idée, non pas de se différencier sa marque employeur, mais vraiment d'améliorer la collaboration interservices, parce qu'ils se sont aperçus que ça s'est écroulé pendant la crise sanitaire, d'améliorer la qualité de leurs produits, et puis de travailler sur le bien-être de ces collaborateurs, parce qu'ils ont constaté un certain nombre de dérives, de gens qui ne supportaient plus la fatigue des visioconférences, etc. Donc il y a un vrai sujet d'abandonner ces vieilles recettes qui ne fonctionnent plus, et de réinvestir, de se réinventer dans le domaine du collectif, du lien social, parce que finalement, on vient de moins en moins au bureau, on croise de moins en moins ses collègues, donc quand on les croise, il faut que ça soit des expériences collectives encore plus efficaces, encore plus inoubliables. Voilà. Donc je pense qu'il y a tout un domaine à réinventer autour de ça. Ouais, on sent que l'expérience, lorsque je viens au bureau, devient clé stratégique. Ce sont des temps de la communauté de travail, de la communauté sociale qui sont plus rares, et que donc elle doit être complètement réinventée. Alors, est-ce qu'elle doit être fun? Est-ce qu'elle doit être hard work? Est-ce qu'elle doit être, on doit vraiment se réinventer, et le management doit en prendre conscience. Et c'est vraiment intéressant de voir qu'aux États-Unis, des investissements lourds se font sur le workplace, quand aussi le télétravail s'est beaucoup développé. Très intéressant. Nous, on le vit quand même beaucoup aussi dans nos métiers de service. La dimension, effectivement, care, je prends soin de mes collaborateurs, j'anticipe finalement les problèmes un peu plus qu'avant, permet vraiment doit utiliser des nouveaux outils et est un nouveau levier RH très important. Oui, et qui est pour le coup vraiment, je pense, authentique. Là où, depuis quelques années, c'était plutôt des beaux discours, parce qu'on était dans une phase où, surtout dans certains environnements, on recrutait beaucoup, donc on avait des jolis discours sur la bienveillance et tout ça. Et aujourd'hui, je pense que les collaborateurs savent très bien faire la différence entre un beau discours et une vraie écoute, des vraies actions, etc. Donc voilà, on a cette nécessité de pivoter vraiment vers quelque chose de très authentique. On parlait des managers, je voulais rebondir un peu là-dessus parce que moi, je trouve qu'aujourd'hui, le rôle du manager, il est clé. C'est pas que, et c'est même pas le job des RH de faire en sorte que les collaborateurs soient engagés. La première personne en ligne de mire, c'est le manager. Et c'est pas simple d'être un manager qui engage. Je pense que c'est pas inné, ça s'apprend. Et on voit bien qu'aujourd'hui, tous les cabinets qui font du coaching en management, de l'accompagnement, etc., ils ont une activité qui est très dense, et tant mieux pour eux, parce que voilà, ces managers, il faut les accompagner, il faut les aider, il faut leur donner des clés. Nous, on a lancé un programme chez Foodles pour accompagner les managers à notre, entre guillemets, petite mesure, parce qu'on reste une entreprise qui n'est pas non plus, voilà, il n'y a pas 5000 personnes, mais dans toutes les entreprises, des programmes du même ordre ont été lancés, et pour dire au manager, tu es le premier rempart face à ton collaborateur, c'est toi qui, au quotidien, va l'engager ou pas. Il faut que tu saches l'écouter, il faut que tu saches organiser les bons moments d'échange, il faut que tu saches décrypter quand un collaborateur te dit moi, voilà, je suis moins motivé, etc. Comment est-ce que tu creuses ça? Comment est-ce que tu réponds à sa demande? Comment est-ce que tu prends régulièrement du feedback? J'ai lu une étude il n'y a pas longtemps qui disait que 80% des collaborateurs qui ne donnaient pas de feedback ou n'en recevaient pas étaient totalement désengagés vis-à-vis de l'entreprise. Donc vraiment, ce côté feedback, c'est ce qui permet aujourd'hui à un collaborateur de pouvoir se projeter. Et ça, c'est vraiment le rôle du manager. Donc, c'est pas simple. Hein. Je ne dis pas que tout le monde sait le faire et que c'est évident. Mais en revanche, je pense que si on doit investir sur une chose, c'est là-dessus. Si je peux me permettre de rebondir, parce que un autre enjeu pour le manager, c'est d'avoir à jongler avec toutes les injonctions contradictoires qui lui viennent de l'entreprise. C'est je dois déployer l'accord télétravail que j'ai moi-même pas négocié et avec lequel je suis pas forcément d'accord. Je dois faire revenir les salariés, mais la cantine a été désactivée, ou alors l'environnement de travail ne donne pas envie aux salariés de revenir. Donc, pour nuancer peut-être un petit peu, ou en tout cas compléter, je pense que c'est vraiment, pour le coup, le binôme manager RH doit être encore plus fort que jamais pour apporter des solutions et traverser ces moments un peu de, voilà, peut-être de doute ou d'incertitude. Et c'est en tout cas, nous, quand on accompagne nos clients, on travaille beaucoup sur ce lien.
qui n'existe pas forcément toujours d'ailleurs, et qui permet de faire la différence. Ouais, donc c'est quand même une formidable opportunité de remettre les clés du management au cœur du débat, de peut-être changer un peu les recettes. Les vieilles recettes fonctionnent plus vraiment aujourd'hui. On se retrouve plus au bureau pour voir de visu comment vont les collaborateurs. Donc c'est quand même une très belle opportunité. Si on devait parler un peu des diagnostics, aujourd'hui, Sidonie, on sort d'une enquête d'engagement chez Foodles, la deuxième ou la troisième dans l'histoire de Foodles. Ouais. Quels sont les meilleurs outils de diagnostic des organisations pour mesurer effectivement enfin, je ne vais pas utiliser le terme rétention, mais la fidélisation des collaborateurs et bien préparer l'avenir. Comment est-ce que tu vois les choses, mais très ouverte? Ouais, alors il y a plein d'enquêtes possibles. C'est vrai que la data joue un nouveau rôle un peu dans cet environnement-là. C'était peut-être pas trop le cas il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a plein d'outils qui ont été lancés, etc. Donc nous, on en a utilisé un, mais il y en a plein, et qui sont plus sur des leviers de l'engagement. Donc c'est pas forcément des questions claires sur est-ce que tu connais la politique de l'entreprise, est-ce que tu aimes bien travailler avec ton manager. Voilà, c'est plus général, c'est vraiment des questions sur l'engagement. Et voilà, nous, on l'a fait récemment au sein de Foodles avec des scores qui ont été absolument incroyables. Alors même que voilà, on pouvait se poser des questions. On est dans une période où on est comme tout le monde, on sort du Covid. On a aussi recruté beaucoup de nouveaux collaborateurs, donc il faut faire en sorte que tout le monde se sente bien dans l'entreprise. Et d'ailleurs, je reviendrai peut-être sur le point de l'onboarding, parce que pour moi, c'est aussi un des points très importants pour engager les collaborateurs. Mais oui, ces enquêtes d'engagement, pour moi, c'est la clé. Idéalement, il faut pouvoir le faire d'une manière très, très, très régulière. Et je pense que d'ailleurs, en tout cas, de ce que je vois, il y a beaucoup d'entreprises qui le font aujourd'hui. Ouais, vos locataires doivent être dans la même situation. Vous devez avoir les résultats indirects des enquêtes d'engagement qui sont aussi liés aux conditions de travail. Oui. C'est quelque chose j'ai le sentiment qui se généralise et qui sont des leviers d'action derrière. Donc, ce que je retiens aussi, c'est que on ne peut pas le dissocier de la proximité managériale du fait de l'éloignement des collaborateurs ou du fait d'une meilleure anticipation du risque. D'un point de vue, maintenant, si on se positionne un petit peu aussi tu as parlé de onboarding, donc d'arrivée de nouveaux collaborateurs. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut attirer les talents? Donc, il faut les garder, c'est sûr, mais aussi les attirer. Est-ce que finalement la notion de marque employeur est un petit peu revisitée avec ce qui se passe? Est-ce qu'on doit se remettre en cause aussi sur sa manière d'attirer les futurs talents? C'est une question très ouverte. Peut-être que tu l'as vécu dans des grands groupes. Est-ce qu'il y a des changements aussi à ce niveau-là? Aurélien, si tu... Oui, alors le sujet de la marque employeur, c'est un terrain un peu glissant parce que, en fait, dans certaines grandes organisations, on voit que la raison majeure de désengagement, c'est le gap qu'il y a entre la marque employeur et la réalité. C'est-à-dire que on m'a vendu quelque chose, je ne le retrouve pas, c'était totalement inauthentique et donc ça me désengage en tant que salarié. Donc il faut faire très attention. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que, on l'a dit tout à l'heure, hein, les changements qui doivent se produire dans les entreprises doivent être extrêmement structurels. L'hybridation du travail, c'est quelque chose de lourd, qui a des conséquences très importantes dans les entreprises. Donc, il faut des solutions structurelles en face de ça. Quand on est employeur et qu'on doit travailler sur des solutions structurelles, il n'y en a pas 100 000. Hein. On peut réorganiser toute l'entreprise, c'est lourd. Ça a des impacts, c'est compliqué. Il y en a qui se sont lancés là-dedans, soit parce qu'ils avaient le choix, soit parce qu'ils pensaient que c'était la meilleure solution. Il y en a qui réfléchissent à réinventer les contrats de travail, qui travaillent sur les semaines de 4 jours ou autres. Donc, il y a énormément de tests qui ont lieu autour de ça. Pareil, c'est pas facile, ça demande du temps et il y a un certain nombre de standards qui doivent être développés. Et puis, il y en a, et ça me semble la solution finalement la plus accessible sur laquelle nous, on travaille beaucoup, qui décide de structurellement changer la donne en travaillant sur leur environnement de travail. Je peux donner l'exemple, l'année dernière, il y a un directeur général d'une organisation assez importante qui nous a appelé, qui nous a dit, voilà, je voudrais que vous m'aidiez à réinventer notre cantine. On était un peu étonnés parce que c'était un peu étonnant comme demande. Et en fait, il nous a dit, voilà, j'ai constaté que la cantine, c'était le seul endroit où se croisaient tous les services.
et où il y avait ce phénomène d'huile dans le mécanisme. C'est-à-dire les échanges informels permettaient de faire avancer les projets parce qu'au café, un tel avait parlé à un tel et ils s'étaient mis d'accord. Voilà. Et en fait, on a travaillé avec eux pour réinventer complètement la cantine, en faire un endroit adapté au télétravail et à l'hybride, en faire un endroit qui est accessible toute la journée et où il y a possibilité d'interagir et de se nourrir, se sustenter toute la journée. Puis un endroit où peut se développer le lien informel de manière extrêmement conviviale, aussi bien d'un point de vue alimentation que de tous les services qui peut y avoir autour. Donc, ce sont des leviers, des solutions extrêmement concrètes, extrêmement accessibles et qui ont souvent une efficacité immédiate sur l'attractivité de l'entreprise d'une part et aussi la rétention, je reprends le mot, des salariés. Donc voilà. Ouais. C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Moi, je l'ai vécu à titre personnel chez Foodle pour avoir en expérience personnelle depuis 3 ans fait passer une équipe commerciale de 5 personnes à 30. Souvent, effectivement, je revois l'endroit où les candidats attendent, qui sont juste à l'entrée de notre cafétéria, qui est très moderne, très sympa chez Foodles. Et souvent, en rapport d'expérience, après le oui du candidat qui dit oui, je rejoins Foodles, ils ont dit j'ai senti un endroit, une ambiance, une manière de travailler et de vivre au bureau, une expérience qui a l'air unique. Et c'est vrai que ça questionne parce que en fait, le fait que le candidat apporte son retour, mais un trait naturel comme ça sur quelque chose qui est quelque chose d'assez immatériel, qui n'est pas du registre du salaire et des périphériques de rémunération. C'est très, ça questionne effectivement et on touche du doigt l'importance du lieu, l'importance du lieu pour la communauté. J'avais une question, Sidonie, aussi sur l'engagement qui me venait par notre expérience chez nous, sur l'engagement aussi des collaborateurs sur le recrutement. Je crois qu'on a aussi développé beaucoup de systèmes de cooptation sur l'engagement des collaborateurs pour trouver des perles rares. Est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne bien chez nous Alors, chez nous, ça fonctionne bien et de manière générale, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien. Aujourd'hui, on sait qu'un collaborateur recruté par le biais de la cooptation a 90% de chances de valider sa période d'essai et de rester plus de 3 ans dans une entreprise. D'accord. Donc, c'est un peu toujours la même idée. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une connexion avec l'entreprise, déjà parce qu'il a une connaissance, un ami, etc., qui travaille dans l'entreprise et qui, la plupart du temps, lui a fait un retour d'expérience plutôt positif, parce que s'il lui a dit que la boîte était nulle, a priori, il ne viendra pas. Donc, il a cette première connexion, ce qui fait qu'il recrée un peu sa communauté au sein de l'entreprise. Et du coup, il a beaucoup plus de chances de se sentir bien, de continuer à vivre dedans. Nous, on a lancé un système de cooptation un peu formel chez Foodles il y a un peu plus de 6 mois, qui a vraiment porté ses fruits parce qu'on a recruté une 40aine de collaborateurs par ce biais. Et puis globalement, c'est quelque chose qui est aujourd'hui très 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 utilisé. Et c'est vrai que c'est un peu l'anti entre guillemets marque employeur. Moi, je suis assez alignée avec Aurélien. Ce côté marque employeur, je trouve que en fait, c'est devenu un gros mot, quoi. Alors que c'était le truc des années 2000. Aujourd'hui, un DRH qui dit qu'il fait de la marque employeur, c'est vraiment qu'il a rien à vendre, quoi. Donc c'est assez rigolo. Et en même temps, on l'a pas vu venir, je trouve. En fait, je pense qu'instinctivement, on s'est dit, mince, le sujet de la marque employeur, il a plus de raison d'être. Et puis voilà. C'est intéressant, parce qu'on parlait juste avant d'expérience, qui est un levier différenciant. Et là, c'est intrinsèquement, l'engagement du collaborateur peut aussi se traduire sur son impact sur le capital humain. Ce qui est vraiment clairement le cas. Je m'engage à aider l'entreprise à augmenter ses effectifs de manière qualitative. Et je m'implique pas parce qu'il y a une prime de cooptation, mais parce que… Non. Très clair. C'est un élément périphérique. Non, mais on parle aujourd'hui, dans l'entreprise, on parle de pacte social et économique. Alors, ça peut, on peut se dire c'est un terme un peu technique et tout ça, mais c'est la vérité. Une entreprise, c'est une communauté, c'est une cellule économique et il y a ce pacte qui existe entre les collaborateurs, la direction et l'activité de l'entreprise au global. Le collaborateur, il a besoin de comprendre quel est son impact dans le développement du business de l'entreprise. Il a besoin de comprendre que tout ce qu'il vit, c'est authentique, qu'il peut apporter sa pierre à l'édifice. Ce pacte, il est réel. Et je pense que la plupart des entreprises s'en sont rendues compte et travaillent dessus. Et voilà, j'espère que c'est quelque chose qui va de plus en plus se développer.
On me fait un rappel sur le temps. Il nous reste quelques minutes avant de, je regarde ma montre, encore 5 minutes avant de lancer les réponses aux questions. Nathan, on parle souvent de l'immobilier qui devient un service, aussi, qui change. Hier, vous ne vendiez, je vulgarise, que des mètres carrés installés. Aujourd'hui, vous vendez une expérience aussi au bureau. Est-ce que vous pensez aussi que c'est une tendance de fond pour aussi vos immeubles, votre développement sur les immeubles? La manière de gérer aujourd'hui la relation avec vos locataires est-elle fondamentalement changée par cette nouvelle donne RH? Je pense que oui. Ouais. Aujourd'hui, c'est que par exemple, sur l'immeuble, on a fait le pari il y a 5 ans maintenant de lancer cet espace. C'est pas forcément non plus très rentré dans les mœurs et voilà, et c'est un pari qu'on s'est lancé de créer ce lieu qui se veut un lien de convivialité, un lieu de retrouvailles qui est accessible par tout le monde en tout temps. Et c'est vrai que ça devient quelque chose de très ancré chez les RH et chez les locataires que je rencontre, d'avoir des espaces comme celui-ci qui puissent partager, même entre sociétés. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on a mis en place du coup un accueil dynamique et on organise du coup des tournois de ping-pong, voilà, sur l'heure du midi entre différentes sociétés, voilà, et les sociétés se rencontrent, partagent d'autres choses, parfois même trouver des partenariats même en interne chez eux pour collaborer. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on ne voyait pas il y a quelques années et qui se développent énormément. Ouais, qui se développent à l'intérieur des organisations, à l'intérieur des immeubles, en locataires, sous-locataires, entre locataires, pour créer une expérience unique. Et c'est vrai que quand on regarde les partis pris qui sont faits sur un immeuble comme Poesia, 400 mètres carrés de service, et ce n'est pas une cantine traditionnelle, c'est une cantine moderne, avec des services, des gaming rooms, une animation de la communauté, c'est un vrai parti pris qui est fait à l'avance et qui montre à quel point il y a une tendance lourde du changement du workplace qui est partie intégrante de l'expérience. D'accord. Non, c'est vrai qu'en plus, aujourd'hui, l'espace entre guillemets cantine ne se veut plus un espace cantine, se veut vraiment un espace plutôt restauration, confort, plaisir, où on se sent bien, on a l'impression d'être au restaurant ou chez soi. C'est pas le self basique où on vient prendre son plateau et on s'en va manger. C'est quelque chose plutôt je ne trouve plus mon mot. On est en tout cas dans une expérience très 360. Juste derrière nous avons des salles de réunion. On y vient déjeuner, on y vient travailler. Nous-mêmes, nous avons fait un comité de direction Foodle juste avant sur le lieu. Donc, c'est l'expérience 360 degrés, très libre et hybride. On retrouve cette idée d'hybridation du lieu de travail. Très, très clair. Je pense qu'on arrive à la fin du temps légal. On a aussi c'est vrai, chez Foodles, pour apporter aussi, je vais répondre aux questions juste après. On a aussi, nous, chez Foodles, voulu prendre du recul aussi et mener des enquêtes. On a mené récemment une étude avec l'IFOP qui montrait que sur un échantillon représentatif de salariés français, aujourd'hui, 3 salariés sur 4 considèrent que l'offre de service, donc de restauration, de la pause déjeuner, qui est une fois par jour au bureau, a un impact très positif sur l'attractivité de son entreprise. On retrouve l'avis du salarié est là, donc il considère que cette expérience est unique. Et 67% des employés estiment que l'importance du déjeuner au travail sur leur bien-être est supérieure à 7 sur 10. Donc on est vraiment sur une attente forte des collaborateurs. Et c'est pour ça aussi qu'on l'adresse chez Foodles avec beaucoup de qualité. Là, c'est ma partie un petit peu partisane, mais partisane. On va vraiment, nous, être persuadés chez Foodles que l'expérience de la pause déjeuner qu'on apporte a un impact très fort sur l'engagement des collaborateurs et sur la performance des organisations dans cette nouvelle donne. Merci beaucoup. C'était vraiment un débat intéressant. J'ai quelques questions qui ont été posées, donc je vais les lire et puis on va y répondre. Nous avons une question de Marie qui nous pose la question suivante. Donc, dans les immeubles où plusieurs entreprises sont logées, justement, quels services mettent à disposition pour aider chacune des entreprises à attirer et fidéliser les collaborateurs?
Est-ce que la cantine est un point différenciant? Quels autres leviers? Voilà, on est en plein dedans. En même temps. J'imagine au sens large du terme, parce que vous avez aussi d'autres immeubles, Mhm. que vous activez un certain nombre de services, des services de restauration, on en a parlé. Est-ce que, Nathan, tu vois aussi d'autres expériences de services qui sont dans les immeubles à proposer? Depuis le Covid, on a vu les sociétés baisser à peu près de 30% leur surface, de diminuer de 30% leur surface et d'externaliser des services qui étaient avant en interne. Par exemple, tout ce qui est salle de réunion. Voilà, c'est un service que les sociétés recherchent et qui soit externalisé à leurs locaux, qui fassent plus partie et qui peuvent louer des salles dans notre espace de l'immeuble D'accord. pour pouvoir c'est pas sous des espaces qui prennent de la place et maintenant on veut de la place pour faire plus une salle de convivialité en interne ou voilà plus des espaces un peu plus vivants dans les locaux et c'est pour ça qu'on essaie d'externaliser certains services. Après, par exemple, sur l'immeuble Poésia, on a du coup notre hospitality manager qui propose également des services à côté, par exemple le pressing. Donc vous prenez votre pressing et vous venez le rechercher le lendemain. Voilà, c'est des services qui sont attendus. Et c'est vrai que l'espace cafétéria est très important ce partenariat qu'on a fait avec Foodles sur l'immeuble est plutôt très bien perçu par les locataires. Et puisque c'était la question de Marie, oui, ça a été un élément différenciant sur votre marché à vous. Tout à fait. Pour attirer Staff Match, entre les locataires et Gamer Origin. Oui. Très clair. J'ai une autre question alors de Cécile qui revient, qui voulait qu'on approfondisse un tout petit peu la notion de marque employeur qui n'est peut-être pas connue de tous. Peut-être qu'on peut en reparler parce qu'on a pris un peu le contre-pied de la marque employeur, mais peut-être refaire juste un petit focus sur qu'est-ce que c'est la marque employeur et comment elle est travaillée aujourd'hui. D'accord. Sidonie ou Aurélien, je vous laisse. Tu complètes. Allez. Au même titre qu'une entreprise a une marque en lien avec ses produits ou ses services, donc ce qu'elle vend aux consommateurs, elle a une marque employeur, donc c'est ce qu'elle vend à ses candidats. Donc la marque employeur, c'est la façon dont on communique sur l'entreprise, par exemple sur LinkedIn ou sur son site carrière. C'est les valeurs qu'on met en avant à l'extérieur, c'est les événements qu'on peut faire, donc ça peut être des forums écoles, des événements par rapport à des communautés d'emploi, etc. Donc c'est vraiment tout ce message, la façon dont on enrobe l'expérience collaborateur et dont on la vend pour attirer des talents. Oui, peut-être pour compléter, je pense que la partie importante de la marque employeur n'est pas la communication, mais plutôt comment elle est incarnée. C'est-à-dire que si, en tant qu'organisation, vous mettez en avant, par exemple, la force du collectif, pourquoi ne pas, lorsque vous faites des entretiens de recrutement, avoir toute une équipe qui accueille le candidat? On incarne, de manière authentique, bien sûr, les valeurs qu'on met en avant. Si ces valeurs que vous incarnez sont contradictoires avec ce que le candidat va découvrir lorsqu'il vient passer un entretien, forcément, il y a un décalage et ça va pas fonctionner. Donc, ça paraît un peu évident à dire, mais malheureusement, dans toutes les organisations que j'accompagne, il y a énormément d'écart entre les deux. Pour une bonne raison, c'est que la marque employeur est faite de manière un peu isolée par des agences de communication et je pense qu'une bonne pratique est d'impliquer les salariés dans la construction de la marque employeur. Oui, et qu'elle reflète véritablement, il y a le travail sur les valeurs qui est vraiment très important l'idée étant de refléter véritablement ce qu'on dit, de dire ce qu'on va faire, de faire ce qu'on dit pour l'accueil des collaborateurs et les conditions dans lesquelles on les fait travailler. Très, très clair. Mais on a beaucoup débattu de cette marque employeur parce qu'effectivement, la marque employeur, comme toute marque, on peut entendre beaucoup de sujets autour de la communication et elle doit être véritable et vraiment profondément imprégnée des valeurs de l'entreprise. Alors, Sidonie, j'ai une question très concrète. Cécile nous demande si tu seras présente le 30 novembre à la journée des RH qui parle aux RH à Levallois. Donc, c'est notre question. C'est le bon signe, c'est-à-dire qu'on était dans un débat RH. Donc, je ne sais pas quelle est cette journée, mais si je peux y aller, j'irai avec grand plaisir. Merci beaucoup, Sidonie. On donnera plus de détails sur cette Mon agenda est booké. de Sidonie à venir.
Voilà. Une question qui concerne, on a effectivement évoqué le sujet de la restauration. Comment bien choisir ces solutions de restauration, de services aux occupants, y compris de services aux collaborateurs, quand c'est l'entreprise qui choisit les services pour un lieu de travail et de vie. Être bien sûr qu'elles correspondent aux besoins des collaborateurs. Peut-être que je vais me tourner à nouveau vers Nathan Sibéni. Est-ce que vous fonctionnez quand vous développez des nouveaux services? Est-ce que vous fonctionnez par diagnostic ou du test and learn? Comment est-ce que vous faites le diagnostic aujourd'hui, les bons services au bon moment pour les collaborateurs? Moi, je trouve que le meilleur système, c'est quand même l'enquête. Ouais. Là, nous, on l'a fait récemment chez Foodles, où on s'est dit on veut proposer une large gamme d'activités, de services, etc. On n'est pas forcément, nous, en tant qu'RH, les meilleures personnes pour donner notre point de vue, déjà parce qu'on a des goûts qui sont parfois différents et qui ne répondent pas aux attentes des gens. Donc, c'est la petite enquête rapide en disant, voilà, on veut vous proposer, je ne sais pas, des cours de yoga, de la sophrologie, des gestes et postures, des espaces de jeu. Qu'est-ce qui vous semble important? Mettez voilà, vos priorités. Et puis, d'écouter, encore une fois, les collaborateurs, hein, toujours la prise de feedback. Donc ça, c'est important. Le test and learn, je trouve que c'est aussi pas mal. Il y a beaucoup de solutions aujourd'hui qui sont flexibles, qui proposent des périodes d'essai. Voilà, donc nous, on essaye de le faire aussi chez Foodles et je trouve que c'est plutôt une bonne pratique de voir, de faire 1 ou 2 essais et puis de se dire ça nous correspond, ça nous correspond pas. Donc je trouve qu'un mix des deux, c'est pas mal. Alors peut-être que du coup, c'est beaucoup de flexibilité de la part demandée de la part des entreprises et des DRH. Peut-être que de votre point de vue, Nathan, c'est un peu plus compliqué à gérer. Mais... C'est vrai que nous, après, on met à disposition des locaux et c'est vrai qu'après, c'est chaque locataire ou chaque collaborateur qui va créer son propre espace. Après, voilà, il y a des parties communes qui peuvent être conviviales et un espace vivant. Après, voilà, le but, c'est de l'animer et de le faire vivre. Et c'est vrai que sur le socle de service, et là, je vais parler aussi pour la restauration, puisque Marie... vous évoquiez le sujet de la restauration. C'est vrai qu'on a nous, une démarche qui est une démarche souvent de création. Hein. On est une alternative à rien du tout. Là où il n'y a jamais eu de restauration ou une alternative à la restauration classique. Donc, on a une démarche de conseil en amont et de bonne écoute véritablement des organisations, RH, services généraux, représentants du personnel, pour être sûr de choisir le bon module de restauration et dans les bonnes proportions dès le début. Pour ici même, avec les équipes de Monceau, à l'époque où les locataires n'étaient pas encore identifiés, on a fait le choix d'installer, pour commencer, 2 frigos connectés dans les premiers dimensionnements, avec le conseil des équipes Cardam et des équipes Monceau, pour pouvoir apporter un premier niveau d'expérience en sentant effectivement les tendances des locataires pressentis, voilà, des profils des locataires pressentis. Quand on parle aux organisations et aux ressources humaines comme Sidonie, on essaye d'avoir une démarche qui est une démarche de conseil, d'écoute active et aussi de réussite des fameux onboarding. Réussir le lancement d'une cantine, c'est beaucoup l'accompagner, être là, présent, une semaine, faire vivre ce nouveau moyen de se restaurer avec beaucoup de pragmatisme, mais avec de l'accompagnement sur place. C'est très important dans l'expérience du collaborateur, on en est persuadé, de faire vivre des premiers moments qui sont bien accompagnés et qui accompagnent bien le changement. Voilà. Il y a des gros changements en ce moment dans les manières de vivre au bureau et donc il faut que les entreprises soient là pour les accompagner. Je crois qu'Aurélien, tu voulais... Peut-être un autre axe d'analyse. Moi, j'ai beaucoup de clients qui me demandent de leur conseiller des benchmarks, à qui on pourrait se comparer, quelle entreprise il faudrait aller voir. Et plutôt que de les envoyer vers la start-up qui a mis en place tous les services et qui est très innovante, moi, je les envoie plutôt vers ceux qui me semblent traiter le sujet de la manière la plus efficace. Ce sont les tiers-lieux. En fait, les tiers-lieux font un travail incroyable en termes d'environnement de travail, de flexibilité, d'animation de communauté, d'expérience collective. Ils sont habitués à accueillir des gens qui n'ont pas forcément les mêmes besoins, les mêmes envies, différentes générations, etc. Et il y a énormément de très bonnes idées à aller chercher dans ces endroits-là. Voilà. Donc, ça peut être aussi une source d'idées. Ouais, des endroits hybrides, mais qui sont source d'enrichissement et d'expérimentation. Exactement. Très clair. Je crois qu'on a fait le tour des questions, donc on va arriver... j'ai encore une question d'Élodie, c'est ça. Élodie, oui, qui disait « Je n'avais pas conscience que la marque employeur n'est plus d'actualité.
Quel terme employez-vous si on parle plus de marque employeur? Alors, cette conférence a été un grand changement, on en parlera dans la presse. Quand la marque employeur existera toujours. Oui. La manière Je sens qu'on a lâché une bombe là. Non, le terme existera forcément toujours parce qu'une entreprise, elle existe par ses différentes facettes, hein, ce qu'elle vend à ses clients, ce qu'elle vend en interne. Donc oui, ça existera toujours. Après, je pense que c'est ce qu'on met derrière qui est vraiment en train de changer et qui donc devient beaucoup plus authentique. Je parlais tout à l'heure de ce fameux pacte. Ouais. Je pense que c'est plus des comportements attendus, c'est des références, c'est des valeurs, une façon de s'exprimer, d'écouter les collaborateurs. C'est plus ça plutôt qu'en effet un plan de communication. Ouais. Mais voilà, ne soyons pas alarmistes, la marque employeur existe toujours. Ouais, puis je crois qu'il y a une écoute beaucoup plus, Élodie, hein, beaucoup plus importante des collaborateurs, quelle que soit la taille des organisations. Quand on fait des briefings d'enquête d'engagement, il y a la grosse partie verbatim et vraiment regarder de très près. Les employés, on l'a beaucoup abordé lors de ce débat, le management est beaucoup plus proche de ses collaborateurs, remonte de l'information. Et donc, la manière d'attirer, la manière de fidéliser, finalement, devient effectivement peut-être un peu plus authentique. Vous aurez toujours besoin, vous, RH, de faire connaître l'entreprise, de diffuser un maximum de communication. Mais les leviers sont un peu différents et je crois que les collaborateurs ont besoin d'être écoutés. On n'a pas abordé, parce que ce n'était pas le sujet du jour, le sujet des convictions des collaborateurs, le lien entre mes convictions, par exemple sur les volets RSE, et les choix de l'entreprise, mais ces choses-là sont devenues indissociables et donc il y a plus d'authenticité peut-être, plus de lien avec les collaborateurs. Oui, il y a vraiment ce côté ascendant, descendant, d'écouter. Moi, j'ai connu des entreprises par le passé où on se réunissait en comité de direction et on disait les valeurs de l'entreprise, c'est ça, et voilà ce qu'on va communiquer. Le truc sorti un petit peu de nulle part, quoi. Et puis, on avait des retours des collaborateurs qui disaient on n'a pas compris les valeurs, c'est pas trop ce qu'on vit, machin. Et ça commençait à monter, et on se rendait compte qu'il y avait vraiment une discordance. Et bon, c'est clairement plus ce qu'il faut faire. Je pense que voilà, écouter les gens, faire en sorte que ce qu'on décide de montrer et de consolider soit en adéquation avec ce que les gens vivent dans l'entreprise, c'est quelque chose de très important. Il y a en effet ce côté conviction. Je pense que le collaborateur, il a besoin de sentir que les valeurs de l'entreprise sont proches des siennes. Alors, pas forcément sur tous les aspects, mais en tout cas sur un certain nombre. Donc, et que l'esprit de la communauté, l'esprit de travail défini va continuer à vivre et aller dans le même sens. Chez Foodles, on fait quand même beaucoup d'entretiens de culture fit aussi. Hein, pour reprendre un terme aussi que tu as expliqué, la culture fit aussi, c'est quelque chose qui va dans le sens de l'écoute du collaborateur. Oui, tout à fait. Ouais. En fait, nous, dans les process de recrutement, on a toujours un moment où le candidat est vu par plusieurs personnes de sa future équipe pour voir si il y a une façon commune de communiquer, si les collaborateurs se disent c'est quelqu'un que j'aurais plaisir à retrouver le matin, avec qui j'aurais plaisir à travailler, où on a des références communes, où on pense qu'on peut bien collaborer. Nous, on trouve que c'est hyper important, même en étant aujourd'hui presque 300 personnes, on continue à faire ce culture fit, y compris avec nos fondateurs, qui connaissent et qui rencontrent tous les nouveaux collaborateurs de l'entreprise pour faire en sorte que ce soit une communauté qui soit cohérente. Voilà, Élodie, merci pour votre question, c'était très intéressant. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Donc merci pour votre participation à tous. Merci à vous trois. Merci. Merci le deuxième webinaire qui se termine. Le replay sera diffusé très prochainement, dès aujourd'hui. Et nous vous disons au prochain webinaire Foodles. À très bientôt à tous, toutes et tous. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.